Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Je vous propose tout de suite qu'on découvre le programme de ce 8e numéro. Nous aborderons la question de la sexualité chez les jeunes, à savoir si le sujet est encore tabou. MST, IST, VIH, à quel moment se faire dépister ou encore comment se protéger? Toutes les réponses à vos interrogations avec le docteur Céline Robert, infectiologue au CHR de Metz-Thionville, et Cédric Hurt, le secrétaire de l'association Aide pour la région Grand Est. Notre parcours de vie, quant à lui, nous emmènera à la rencontre de Yann. Depuis 13 ans, ce Thionvillois est séropositif. De l'annonce de son diagnostic jusqu'à sa nouvelle vie, il nous témoigne de son parcours pour faire reculer les préjugés. Puis en dernière partie d'émission, de la musique style pop art avec Vic Kizzy, des sons aussi bien travaillés que l'image, double casquette pour cet auteur, compositeur, interprète qui est aussi à la fois réalisateur. Il nous expliquera tout avant son live ici même en plateau. Voilà en tout cas pour le sommaire. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures. 100% jeunesse, ça commence tout de suite. Let's go. Et on ouvre tout de suite notre émission avec notre dossier du jour. La sexualité chez les jeunes, est-ce encore tabou? Nous sommes partis tester vos connaissances sur le sujet. Si je vous dis maladie sexuellement transmissible, vous me répondez? Le sida, la syphilis, les maladies comme ça, et on a eu aussi de la prévention justement là-dessus. À l'école, ouais, on a juste 2 interventions dans l'année par rapport à ça. On peut trouver ça que c'est peu. Les moyens de protection, c'est lesquels? Les préservatifs, la pilule contraceptive, le stérilet, enfin il y en a plein. Il y a le préservatif masculin, féminin, la pilule, mais il y en a plus pour les femmes que pour les hommes. Je pense que c'est tabou parce que les gens ils sont un peu gênés. Même moi je suis un peu gêné d'en parler, c'est un peu bizarre. Mais il faut quand même en parler car ça nous concerne tous et c'est hyper important qu'on soit informés. Docteur Céline Robert, est-ce que les jeunes sont assez informés sur la question de la sexualité et de finalement tout ce qu'elle englobe? Alors, on le voit là dans le reportage, effectivement, ils ont des notions qui sont peut-être pas toujours très très bonnes. Je pense qu'effectivement, au fur et à mesure des années, on en parle de plus en plus à l'école, mais à mon sens, peut-être pas suffisamment. On le voit, nous, quand on rencontre dans les services, soit pour du dépistage, soit malheureusement pour des IST ou déjà des infections VIH, qu'ils ne sont pas toujours au fait des bonnes connaissances, des bonnes maîtrises des contaminations et parfois des fausses idées sur comment correctement bien se protéger. Je pense qu'il y a encore du travail à faire et peut-être un peu plus de temps à passer à l'école, à leur expliquer effectivement les IST. Alors, toi, Cédric, qui représente l'association Aide, est-ce que le constat est le même sur le terrain avec les jeunes, mais aussi de manière générale, toutes les personnes que vous rencontrez? Est-ce qu'ils sont assez informés ou pas du tout? Non, je partage effectivement l'avis de Céline dans le fait qu'effectivement aujourd'hui trop peu d'informations sont connues auprès des publics que nous rencontrons et c'est assez, on va dire, simpliciste dans le fait qu'aujourd'hui on va parler notamment et principalement du préservatif. Alors comment mieux finalement informer les jeunes? Est-ce que c'est ce dialogue entre parents-enfants qu'il faut absolument faire? Quelle est la solution que vous proposez justement pour que les jeunes soient le plus informés sur les questions de sexualité? Alors, oui, pour ma part, je pense qu'effectivement, il faut que les parents essayent d'en parler. Après, je pense que c'est peut-être pas toujours très simple et que c'est quand même le rôle de l'école et que peut-être il faudrait qu'on intervienne plus dans les écoles. Peut-être, on va dire, de façon assez récurrente parce que on sait que enseigner, c'est répéter et que le dire une fois aux enfants, c'est peut-être pas assez, qu'il faudrait peut-être en parler, je ne sais pas, en 6e, mais peut-être refaire aussi des piqûres de rappel au fur et à mesure où les enfants progressent dans leur scolarité. Pour qu'effectivement les messages soient bien intégrés. C'est pas toujours facile, je pense, peut-être pour les parents, et l'école devrait quand même avoir ce rôle, je pense, oui. Alors vous le dites, c'est pas simple finalement pour les parents. Même nous, quand nous sommes allés faire le micro-trottoir, ça a été compliqué d'aborder la question de la sexualité avec les jeunes, les adolescents. On va peut-être répondre à la question d'origine. La sexualité, notamment chez les jeunes, est-ce que c'est encore un sujet tabou aujourd'hui en 2021? Alors, on va dire
À l'hôpital, pour ma part, quand j'en discute avec des patients jeunes, c'est très variable. Effectivement, il y a des jeunes qui ne vont pas avoir trop de tabous parce qu'ils ont déjà entendu parler de certaines choses, ils sont déjà informés. Pour eux, ça va leur paraître une évidence, le préservatif, les moyens de contamination. Et puis pour d'autres, effectivement, il y a une méconnaissance des modes de transmission. On a encore beaucoup de monde, même en France, qui croit qu'on peut être contaminé pour le VIH par le simple baiser. Donc il y a encore beaucoup de travail effectivement à faire. Et je pense que effectivement le fait qu'ils soient insuffisamment informés, c'est probablement parce que c'est encore trop tabou. On va parler des idées justement reçues sur le VIH, sur le sida, sur évidemment toutes les maladies un peu sexuellement transmissibles. Alors on entend beaucoup parler justement de ces maladies sexuellement transmissibles. MST, IST, y a-t-il une différence et surtout concrètement c'est quoi ? Alors, MST, IST, c'est juste qu'au fur et à mesure des années, ça a changé d'appellation, mais maladie ou infection, puisque c'est ça. C'est exactement la même chose, voilà, c'est ça. Ça englobe le même package de maladies. Et donc, c'est très varié. Ça va effectivement du VIH, mais aussi aux hépatites, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite C, le chlamydia, les infections à gonocoque, la syphilis. Certaines sont effectivement, elles sont toutes, on va dire, maîtrisée par l'usage du préservatif, et ça reste effectivement la première des préventions. Il y a aussi des maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, et ça, il faut en parler aussi. Le papillomavirus. Le papillomavirus reste effectivement une des IST que je n'ai pas citées, mais qui peut être effectivement engendrée et maîtrisée par la vaccination, et depuis très peu de temps, mais la vaccination est ouverte aux garçons, chose qu'on ne faisait pas dans les années précédentes. On ne vaccinait que les petites filles, et je pense qu'il faut insister et vacciner nos enfants, garçons ou filles, parce qu'on ne connaîtra pas dans les prochaines années leur orientation sexuelle et qu'il faut tous les protéger. Ça protégera aussi les filles. Et donc, hormis effectivement le préservatif, la vaccination, hépatite B, on l'a dit, le papillomavirus, l'hépatite A chez les homosexuels aussi. Il y a après certaines thérapeutiques comme la PrEP, on en parlera un peu plus tard, qui est aussi un mode de prévention pour effectivement se prémunir là du VIH. Bon, on parlera justement de ce moyen de protection. Donc on l'a bien compris, c'est le préservatif dans toutes les situations, même lors de fellation. C'est bien ça, on est bien d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, trop peu de gens pensent qu'effectivement la fellation est sans risque, mais non, on peut se contaminer pour beaucoup d'IST et notamment aussi le VIH, pas uniquement lors des rapports sexuels vaginaux ou anaux. Il faut se protéger avec le préservatif aussi pour les fellations, ce qui n'est pas toujours effectivement très très simple parce que c'est pas toujours très agréable, mais voilà, il faut retenir que ça protège bien. Et c'est important si on veut être protégé. Parlons justement de ce VIH qui est tout simplement finalement le virus qui peut causer une maladie appelée le sida. On les mélange souvent, on les confond beaucoup aussi, mais c'est bien le VIH qu'on va contracter et qui va peut-être se transformer dans le sida par la maladie du sida. C'est bien ça que tu me confirmes, Cédric ? C'est bien ça, effectivement. En fait, on est infecté par le virus du VIH qui peut effectivement développer la maladie du sida quand on n'est pas sous traitement. Alors en France, il y a plus de 200 000 personnes qui vivent avec le VIH. C'est le cas de Yann, dont nous allons découvrir son témoignage dans notre parcours de vie. Yann a 23 ans quand on lui a appris qu'il était atteint du VIH. Une douche froide pour ce jeune adulte. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Pourtant, il décide d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il est suivi médicalement et depuis 13 ans maintenant, Yann est séropositif et toutefois, il vit comme tout le monde. Je vous propose d'écouter son témoignage. Quand tu l'apprends, c'est la douche froide parce que tu te dis merde, qu'est-ce qui va arriver j'ai pas envie de mourir, VIH, tu assimiles tout de suite au sida, donc ouais, c'est la douche froide, mais totale, là, c'était blanc total, ouais, c'était compliqué, très. Je suis sorti avec un mec, on a eu des rapports au début protégés, puis au bout de 2-3 mois, on se protégeait plus, quoi. Quand t'es jeune, tu te sens invincible et tout, rien ne peut t'arriver, tu dis ça arrive qu'aux autres, et finalement, ouais, je m'en suis voulu parce que ça m'est arrivé, ouais. Ce qui a été très compliqué, c'était, une fois que j'ai commencé à vivre avec ma séropositivité, c'était après de dire qu'est-ce que je fais si je rencontre quelqu'un, je le dis pas. Puis après moi je suis quelqu'un qui est très sensible et qui me livre facilement. Et donc quand je l'ai dit, il y a eu des blancs, il y a eu des concertations, des réunions en disant qu'est-ce qu'on fait avec Yann.
On garde pas, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué quoi. Par peur, mon responsable, par peur, il m'a fait porter des gants en fait. Il avait peur que je contamine les gens. Je travaille chez McDo, t'es le seul de toute la boutique à porter des gants. On dit il y a quelque chose avec ce mec quoi. Cette sérophobie là comme ça, ouais, c'était très humiliant. Mes amis le savent très bien de toute façon, donc je le cache pas. Quand j'ai du feeling avec quelqu'un, je le dis. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est cette force-là, en fait, cette acceptation de ma séropositivité qui a fait que depuis février, j'ai intégré ELSE en tant que militant. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de montrer qu'avec mon parcours, je le vis très très bien. Et aujourd'hui, là, normalement, je devrais passer au traitement de prise unique, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des progrès énormes. J'ai juste 2 médicaments à prendre tous les soirs. C'est rien du tout, quoi. C'est un rituel en fait. Et je vais même dire que j'ai l'impression de vivre même mieux que tout le monde parce que je suis plus conscient de la vie entre guillemets, de la chance que j'ai d'avoir un traitement comparé à d'autres qui ont des maladies qui n'ont pas de traitement. Donc j'ai la chance d'avoir un traitement. Je me sens plus fort en fait. Je me sens beaucoup plus fort. Pendant un bon bout de temps, j'ai plus eu de vie sexuelle. C'est clair, net, précis. Je n'avais plus de vie sexuelle parce que j'avais peur, je ne savais pas ce que je pouvais faire ou ce que je ne devais pas faire. On voit encore des gens qui ont peur de se faire dépister parce qu'ils ont peur de savoir. La peur de savoir, donc de ne pas se faire dépister, c'est atroce. Tu préfères ne pas savoir et continuer. Et donc forcément, si tu as quelque chose, tu vas le transmettre. Certes, il faut se protéger et tout, il faut se faire dépister, c'est très important. Mais aujourd'hui, si tu es sur repos, ah putain, c'est pas la fin du monde, hein. Au contraire. Et oui, ce n'est pas la fin du monde. Le témoignage de Yann est finalement la preuve concrète qu'on peut vivre sereinement, comme tout le monde, même avec le VIH, Cédric. Tout à fait, et Yann l'exprime parfaitement dans ce reportage-là. Aujourd'hui, effectivement, une personne qui est porteur du virus du VIH et qui a un traitement et qui le suit correctement, eh bien, arrive à un stade de ce qu'on appelle indétectable, et donc elle n'a plus aucun risque de transmettre le virus à son ou ses partenaires. Et ça, c'est une chose que très peu de gens savent. Alors justement, le sida et le VIH font encore l'objet de nombreuses idées reçues. Yann en a malheureusement subi les conséquences dans cette chaîne de restauration. Vous, sur le terrain, avec l'association Aide, justement, vous êtes là pour lutter contre ces discriminations, notamment avec l'emploi de ces personnes séropositives. Tout à fait, et puis au-delà de ça, on est là pour justement exercer cette fonction de plaidoyer, pour faire changer les mentalités, les bousculer, accompagner aussi ces personnes qui sont dans ces situations-là, comme Yann. Il y a aussi l'accès aux soins, où on a encore aujourd'hui des refus de soins parce qu'on est séropositif. Il y a des accès aussi aux emprunts, il y a vraiment tout un univers qui aujourd'hui est encore très stigmatisé. Quand on annonce qu'on a le VIH, on nous bloque les accès. Alors Yann a fait le choix de dévoiler finalement sa séropositivité. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut la dévoiler ou il faut se taire ? Quel conseil qu'on peut donner quand on est au contact permanent de personnes séropositives qui, malheureusement, sont victimes de discrimination ? Je pense que le choix revient vraiment, et c'est propre à chacun et chacune. Il y a des personnes qui sont vraiment très au clair avec cette situation et du coup peuvent effectivement s'affirmer en tant que personne séropositive. Après, si on sent que c'est un peu des terrains un peu litigieux ou autres, non, effectivement, vaut mieux s'abstenir plutôt que de se mettre en difficulté face à des situations qui peuvent être compliquées à gérer. 24 000 Français ignorent encore qu'ils sont séropositifs. Comment peut-on expliquer ce chiffre ? 24 000 quand même, ce n'est pas rien. Eh bien, effectivement, c'est ce qui aujourd'hui un peu inquiète notamment notre association. Et la question, c'est de savoir comment on peut faire pour améliorer l'accès au dépistage, l'accès à l'information aussi. Et aujourd'hui, on a cette crainte que le fait que de moins en moins de personnes se dépistent, alors notamment parce qu'il y a eu cette période de Covid, donc les gens se sont plus ou moins enfermés chez eux. Mais l'inquiétude qui est là, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui font perdurer en fait l'épidémie du VIH, puisqu'elles ne le savent pas et elles continuent de contaminer d'autres personnes. Les autres personnes. Docteur Céline Robert, ça soulève finalement la question du dépistage. La seule solution pour éviter la contamination, c'est le dépistage massif. Finalement, comme la Covid-19, il faut se faire dépister. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut essayer de convaincre tout à chacun de faire un test, effectivement, VIH au moins une fois dans sa vie. Il faut essayer, nous aussi, en tant que soignants, de motiver nos confrères à faire plus souvent et à prescrire plus souvent des sérologies VIH pour aller dépister, comme le dit Cédric, tous ces
toutes ces personnes qui s'ignorent. Pourquoi ? Parce que le VIH, eh bien, quand on se contamine au VIH, on est parfois totalement asymptomatique, on n'a aucun signe. Et c'est seulement quand on commencera à être malade, parce qu'on fera des infections du fait de la baisse de l'immunité induite par le virus, que là, on commencera. On va s'inquiéter. Voilà, on va s'inquiéter, on va consulter, on sera diagnostiqué séropositif. Comme on l'a vu dans le reportage, à partir du moment où on prendra le traitement, ça ira bien pour soi. Par contre, toute cette période où on était effectivement asymptomatique et où on a continué à peut-être prendre des risques, eh bien c'est là qu'on continue à contaminer et tant qu'on n'aura pas cassé cette chaîne de transmission, on aura toujours effectivement des gens qui s'ignorent malades. Oui. Alors justement, pour aller se faire dépister, on peut le faire un peu partout, mais on peut également aller dans des centres de dépistage, les CEGID. Quand on voit le nombre de personnes qui ignorent finalement qu'ils sont séropositifs, on se pose également la question, est-ce que ce n'est pas compliqué pour les personnes de franchir le pas de porte finalement d'un CEGID ? On a peur peut-être d'avoir connaissance du résultat. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain et notamment à l'hôpital ? Alors à l'hôpital, effectivement, on voit arriver ceux qui sont diagnostiqués effectivement séropositifs et effectivement le CEGID n'est pas que la première porte d'entrée, même si c'en est une, mais il est difficile d'aller au CEGID. C'est que déjà on a fait la démarche de se renseigner, de connaître la maladie, on en a été informé, peut-être quelqu'un nous a poussé à aller jusqu'au CEGID et ça ne reste pas la première, malheureusement, moyen de dépister, puisqu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont diagnostiquées à un stade tardif et donc ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont été consultés, mais plutôt lorsque déjà ils sont malades et ils sont infectés avec d'autres infections. Comment inciter les jeunes à aller se faire dépister, Cédric, vous qui êtes très massivement sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un moyen finalement de prévenir et de sensibiliser un maximum? Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il faut utiliser ces canaux-là parce que la jeunesse y est très connectée. Il faut y faire passer de nombreux messages, notamment l'accès au dépistage. La raison pour laquelle il faut faire aussi le dépistage, c'est pas juste le fait de dire je connais mon statut sérologique, c'est une importance derrière pour soi et pour les personnes avec qui on va avoir des rapports sexuels. Mais effectivement, je pense que les réseaux sociaux y ont un rôle très important aujourd'hui parce que pour rencontrer les gens dehors, il y a le côté d'être affiché avec aide. Nous, on rencontre beaucoup de gens là qui disent je veux bien venir, par contre, il faut que je fasse attention, je ne veux pas être vu, je ne veux pas qu'on m'identifie comme étant séropo parce que je suis venu voir aide et autres. Donc du coup, oui, effectivement, là, il y a une notion d'être un peu plus confidentiel avec la personne, de manière très discrète, puisque c'est vraiment que de téléphone à téléphone ou d'ordinateur à ordinateur. Et oui, il faut utiliser ces canaux-là aujourd'hui pour impacter de plus en plus les jeunes. Le 1er décembre, ça sera une journée très importante pour votre association. Ce sera également la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous avez prévu une campagne de communication pour justement parler du VIH et faire connaître le VIH. Voilà, alors là, effectivement, on a une nouvelle campagne qui va démarrer le 29 novembre avec 5 personnes qui ont décidé de faire ce témoignage. Aujourd'hui, en tout cas, on a axé vraiment sur les préjugés. Notamment, on a des personnes qui ont témoigné l'accès aux soins qui étaient refusés parce qu'elles étaient séropositives. On a aussi eu des personnes qui vont donner leur opinion sur le fait qu'il y a des difficultés aujourd'hui à accéder à un emploi, à l'accès aussi à l'accès aux emprunts bancaires ou aux assurances vie aussi tout simplement. Et on va avoir également je dirais toutes les personnes qui ont aujourd'hui des attaques sur les réseaux sociaux parce qu'elles s'affichent ouvertement séropositives et du coup elles sont discriminées, blâmées. Il y a beaucoup de violences encore aujourd'hui qui existent pour les personnes vivant avec le VIH. L'objectif de 2030, parlons-en très 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 rapidement. L'objectif de 2030, c'est lequel? C'est 0 nouvelle contamination. Pour cela, il y a un grand travail qui doit être fait de par tous les acteurs de santé. Mais je pense effectivement, comme le soulignait tout à l'heure Céline Robert, c'est qu'en fait, il faut déjà que ça démarre depuis l'éducation nationale pour pouvoir informer les jeunes. En tout cas, nous, aujourd'hui, à Aide, notre objectif, c'est vraiment le 3,95. C'est vraiment aller chercher ces 95 personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH. On va leur donner un traitement et du coup, qu'elles deviendraient indétectables pour ne plus contaminer. Docteur Céline Robert, très rapidement, quelques secondes. Est-ce que c'est possible en 2030, ces 0 contamination au VIH?
En quelques secondes, oui, non? Alors, si on parle à l'échelle de la France, peut-être, à l'échelle planétaire, effectivement, le VIH touche encore beaucoup de personnes qui ont très peu d'accès au dépistage. Ce sera compliqué. Bon. Sans être pessimiste. Le principal, c'est qu'il faut retenir qu'il faut aller se faire dépister massivement. On peut se rendre dans un Cégide pour trouver le plus proche et pour justement trouver le Cégide le plus proche de chez vous. Rendez-vous sur www.sida-info-service.org et puis on peut s'engager et trouver des infos auprès de ton association et auprès de l'association que tu représentes aujourd'hui, Cédric Aide. Toutes les infos sur www.aide.org. Et on n'oublie pas, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Il faut donner justement pour la recherche et pour que ça aille mieux et qu'on puisse trouver un traitement. Merci à vous Céline Robert, vous êtes, je le rappelle, infectiologue au CHR de Metz-Thionville et Cédric Huard, secrétaire de l'association Aide pour la région Grand Est. Merci pour toutes ces précisions. En bref, également, nous souhaitons la bienvenue aux conseillers municipaux juniors de la ville de Creusval qui ont été investis le 17 novembre par le maire de la commune, Jean-Luc Wozniak. Il s'agit d'élèves scolarisés du CM1 au CM2. Ces jeunes vont participer à la vie active de la ville et vont représenter la jeunesse en mettant notamment des projets en place. On leur souhaite un bon mandat. Voilà encore une fois que la jeunesse s'engage dès le plus jeune âge. On passe tout de suite à notre jeu concours qui, lui, en tout cas, nous emmène à Cultura Terreville qui vous fait tenter de remporter une carte cadeau d'une valeur de 20 €. Alors, soit pour vous faire plaisir juste avant les fêtes de fin d'année ou pour acheter, qui sait, le prix Goncourt 2021 de Mohamed M. Bougassar. Voilà, comme ça, je place ce prix Goncourt. Bref, vous ferez ce que vous en voulez de cette carte cadeau. Il faut encore la gagner. Rendez-vous pour ça sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et renseignements et règlements du jeu sur notre site internet moselle.tv. Bonne chance à tous. Et on termine cette émission avec Vic Kidi. Comment que ça va? Non, mais pas du tout Kidi, si, c'est Kidi, Vic Kidi. Oui. Bah oui, non mais... Alors tu es rentré dans le milieu artistique, notamment avec la musique, mais avant la musique, il y a eu le théâtre au cours Florent. C'est pas si ordinaire que ça, non, pour un auteur, compositeur, interprète? Oui, effectivement, j'ai commencé avec le théâtre, alors que j'étais donc au collège. Et en parallèle des cours, j'allais à Paris régulièrement pour pouvoir suivre les cours donc à Florent. Et puis par la suite, à partir du lycée, j'ai commencé également à suivre des cours chez Jean-Laurent Cochet, à Paris toujours. Et puis donc la scène m'a toujours attiré, j'ai toujours beaucoup aimé ça et la comédie en général. Et donc grâce à ça, j'ai pu faire un petit peu de casting, j'ai pu tourner un petit peu au cinéma et découvrir cet univers par là. Et puis ensuite, je me suis tourné vers la musique. Dernièrement, tu as passé, en tout cas l'année passée, tu as participé à The Voice Belgique qui t'a amené jusqu'au live. C'est une autre dimension, d'autres scènes finalement. C'est spectaculaire, toi qui avais l'habitude, l'occasion de fréquenter des scènes régionales. C'est une autre dimension, non? Oui, absolument. C'est une expérience qui est très, très formatrice et que ce soit évidemment au niveau des rencontres, mais surtout aussi au niveau de tout ce qui est scénographique, tout ce qui est vocal évidemment. Donc oui, c'était vraiment une expérience très enrichissante, très formatrice et ça m'a permis, je pense, d'évoluer en très peu de temps, comme si j'avais travaillé 3-4 ans à plein temps, quoi. Donc c'était très bon. 2022, ça arrive dans un mois, ça va marquer pour toi un renouveau. Tu as décidé de te recentrer, mais sur le court terme. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer dès janvier 2022 ? Oui, c'est-à-dire que sur le court terme, avant je me projetais beaucoup, je me disais il faudrait que je sorte telle chose à tel moment, il faudrait qu'à la fin de l'année j'ai réussi à atteindre tel objectif et finalement je me suis rendu compte que ça se passait jamais comme on prévoyait, quoi que ce soit. Donc là cette fois-ci je me ressens vraiment sur les choses on va dire essentielles et sur le court terme, donc je vis au mois le mois et j'essaie de me projeter vraiment sur les prochaines sorties. Donc là en l'occurrence pour répondre à votre question, en janvier 2022 je dois sortir mon prochain single qui sera accompagné de son clip. Et par la suite un deuxième et un troisième, et ce donc jusqu'à l'été, 3 singles si possible, donc à peu près jusqu'à l'été 2022, chacun avec leur clip, et donc après on verra ce qu'il advient. L'objectif étant évidemment de sortir un album in fine, mais pour l'instant j'attends de voir un petit peu comment sont réceptionnés les singles. Voilà. Comment que ça se déroule. Alors on peut qualifier ta musique de pop art, tes sources d'inspiration, on va les citer, Mika, Lady Gaga pour du texte coloré, positif, et puis d'un côté, et puis de l'autre, c'est Mylène Farmer, des styles totalement décalés qui font finalement ta personnalité sur scène. Oui, disons, il y a une vraie dualité, je pense, dans ce que je fais au niveau de la chanson, puisque les textes, comme vous le disiez, sont des textes qui sont assez... les textes sont plutôt assez sombres de manière générale, comme c'est assez personnel, donc c'est des textes un peu sombres. En revanche, la mélodie, elle est vachement plus colorée, elle est très dynamique, assez dansante. En tout cas, j'essaie d'avoir un côté un petit peu enjoué et positif, qui est donc contrebalancé par les textes qui sont plus graves, et puis surtout aussi par le visuel, qui lui est des visuels cruels. Dark, ouais.
un peu trash même parfois. Et effectivement, en France, Mylène Farmer, c'est vraiment, à mon sens, l'artiste actuellement et même depuis des années, en tout cas qui personnellement m'inspire le plus, que ce soit au niveau musical, mais évidemment visuel. Et pour moi, c'est une artiste complète et c'est vrai que c'est une référence en la matière. On a vu certains de tes clips et ce qui est important de souligner, c'est cette appétence également que tu as pour la réalisation, pour l'image. Tu me disais en préambule de cette émission que avant même d'écrire des fois le son, tu avais déjà réfléchi à toute la réalisation du clip. Étonnant, non, comme façon de concevoir les choses? Bah, il paraît, oui, on m'a dit que c'était bizarre. Ça m'est arrivé effectivement pour 2 clips en l'occurrence, dont l'un qui sortira normalement, je l'espère, l'année prochaine. Le clip avait déjà été écrit et en partie tourné avant même que le morceau existe. Puisque je veux mes clips vraiment de manière... Enfin, en tout cas, j'ambitionne d'avoir des choses assez cinématographiques qui sont avec une vraie histoire, un vrai scénario qu'on pourrait finalement suivre en coupant le son, sans la musique. Et donc finalement, étant donné que je raconte une histoire dans le clip et dans la musique, parfois c'est la même, parfois pas forcément, ou en tout cas l'un peut être une interprétation un petit peu déclinée de l'autre. Mais oui, pour moi, l'image fait vraiment partie du processus créatif autant que la musique, et vraiment, ça, pour moi, c'est complètement indissociable. Et c'est super important, en tout cas, on l'a bien compris. Ouais. Vic Kidzi, mais j'ai du mal, mais je vais y arriver. Vic Kidzi, si tu en es d'accord, on va te laisser la fin de l'antenne, la fin de l'émission, pour nous faire une exclue. Ça sera laquelle, le son qu'on va pouvoir écouter? Alors, ça s'appelle Immortel en sursis, et c'est une exclue, effectivement, parce que le morceau n'est pas encore sorti. Il sortira donc normalement l'année prochaine. Ça sera l'un des 3 morceaux qui sortira, notamment celui-ci, si tout se passe bien, en janvier. Eh ben, on exclut tout de suite sur le plateau. Le temps pour toi de prendre le micro et le temps pour moi de vous remercier à vous 3 d'avoir été à mes côtés pour cette émission. Merci à vous également chez vous pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de 100% jeunesse. Et tout de suite, c'est en live sur ce plateau. Vic Kidzi, je vais y arriver. Salut, à la prochaine. Je cherche un air qui ne vient pas, mais pour dire quoi? Que la jeunesse désabusée, suicidaire et masquée, et jeunesse avortée. Chaque jour mes sentiments s'étiolent, le quotidien me viole. Sur tous nos écrans la violence, bercée dans la souffrance. Comment compter sur la culture, promise à la censure? C'est dans cette dictature que l'on endure, dans cette putain d'époque où l'on suffoque. Nous sommes des immortels en sursis, gravés sur nos stèles, nos applis. Dis-moi où est l'espoir aujourd'hui? Nos aïeux ont sacrifié nos vies. Si nous sommes si bien surveillés, c'est pour mieux consommer. Perfusé à tous les réseaux, je débranche mon cerveau. Mais si je peux encore aimer, ce n'est que mon reflet. Pour le placarder en selfie, sur le feed de ma vie. La raison sur un fil, dans cet asile. Combien d'espèces perdues pour une qui tue? Nous sommes des immortels en sursis, gravés sur nos stèles, nos applis. Dis-moi où est l'espoir aujourd'hui? Nos aïeux ont sacrifié nos vies. Ce monde nous jette hors de la vie, sans la moindre empathie. Chaque jour on voit des gens mourir, sans jamais mal dormir. Je pourrais peut-être tuer